IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une semaine encore de confinement pour ce coronavirus et je vous propose ce soir de retrouver Elisabeth de Caligny en première partie qui nous racontera sa rencontre avec le coronavirus. Ce sera suivi d'une interview de l'Observatoire du réel avec le docteur Jeanne Allègre par Rémi Pécaud, qui est donc le fondateur de l'Observatoire du réel. Très bonne écoute à toutes et à tous. Elisabeth de Caligny, qui est conférencière et intervient régulièrement sur de nombreux médias, elle est conteuse hors pair. Elle a un intérêt marqué depuis toujours pour les sujets mystérieux et aime partager les résultats de ses recherches avec les personnes qui souhaitent faire la lumière sur tous ces mystères. Aujourd'hui, elle va nous conter une drôle d'histoire. Je ne sais pas si on peut penser qu'elle est drôle. Elisabeth... Non, elle va nous raconter l'épisode assez compliqué qu'elle a vécu récemment. Alors, justement, Elisabeth, ça a commencé quand ? Ça a commencé le vendredi qui a suivi le 17 mars. Donc on devait être, le 17 étant un mardi, bon enfin vous voyez, 3 jours plus tard, ça devait être le 20 ou le 21. Et j'étais pas bien du tout. J'étais au téléphone avec ma mère et maman me dit, je trouve que tu tousses beaucoup. Effectivement, je toussais de façon anormale et je respirais mal. Bon, enfin bon, j'ai pris ça pour de l'allergie et puis j'avais pas trop envie de penser que je pouvais être malade. Et pourtant, j'avais tous les raisons d'y penser, vu la façon dont ça s'était passé chez le médecin le mardi. J'étais venue pour faire changer un antibiotique qui ne me convenait pas. Et j'étais assise dans la salle d'attente, à côté d'un gars qui était malade. Mon dernier cas, il était rouge tellement il avait de la fièvre, il toussait comme un malade dans son écharpe. Et puis j'entendais tousser aussi dans le cabinet du médecin, puis je me suis aperçue que c'était le médecin qui était malade. Pas de masque, évidemment. Il a examiné le patient très malade avec un masque, mais après il l'avait autour du cou. Quand c'était arrivé mon tour, il avait plus de masque du tout. Il m'a toussé dessus tout ce qu'il savait. Et je me suis dit, mon Dieu. Et donc, voilà. Mais j'étais dans le déni. J'ai pas voulu me dire que ça pouvait m'arriver. Donc, voilà. Donc, tu vas chez ton médecin le 17 mars, parce que t'allais chez le médecin, pourquoi ? Parce que tu toussais déjà ? Non, je m'étais fait arracher une dent le vendredi d'avant. Et on m'avait donné de l'Augmentin, qui est un antibiotique extrêmement fort. Et ça peut avoir des effets secondaires, notamment sur le rythme cardiaque. Et moi, je suis fragile du cœur et ça s'est mal passé, effectivement. Le lundi matin, j'ai eu un gros bug cardiaque et j'ai vraiment cru que ça allait très mal se passer. Et en fait, il se pourrait bien que ce bug cardiaque et les symptômes que j'ai eus ensuite, parmi tous les symptômes que j'ai eus de l'autre maladie, ça soit accentué à cause de ce truc de base, quoi. Parce que j'ai eu des tas d'arythmies cardiaques et des trucs où j'étais pas bien du tout pendant 3 semaines, faut quand même le dire, presque 3 semaines. Et quand t'es chez ton médecin, que t'entends que ça tousse de partout, ça ne vient pas à l'esprit de te dire que tu vas te le choper là? Ça me vient à l'esprit, mais j'ai un masque et puis je me dis, de toute façon, je peux pas faire autrement, je peux pas m'en aller parce que je vais tellement pas bien avec cet antibiotique. Et en même temps, j'ai cette dent, j'ai un trou dans la gencive. Il faut absolument que j'ai un truc, quoi. Donc, je me suis si, ça me vient, mais je veux pas le voir, quoi. Voilà. Alors, les premiers symptômes du coronavirus, puisque c'est de ça qu'on parle, sont 4 jours plus tard. Ça, c'est une toux déplaisante, mais tu l'avais déjà, cette toux. Alors cette toux, elle arrivait de temps en temps, mais là c'était autre chose puisque j'avais du mal à respirer. D'habitude, je tousse parce que je suis fumeuse, mais je j'ai pas de difficulté majeure pour respirer. Là c'était un peu différent. Et puis surtout, j'arrêtais pas. C'était une petite toux, c'était ça c'était spécial. Comme une toux d'irritation en fait. Et surtout, j'avais les sinus en feu. Sec. Donc c'est ce qui m'a fait penser à une allergie aussi. Ouais, sec. Ah, complètement sec, ouais, et en feu. Alors après 4 jours après, tu as un froid intense qui dure 9 heures, un froid qui fait que tu peux pas te réchauffer. Alors je me suis mise à grelotter le lundi vers 10 heures. Ça faisait plusieurs jours, enfin 2-3 jours, que je trouvais que j'avais froid aux mains et aux pieds. Ouais. Et ça me faisait vraiment trembler. Mais bon, ça s'arrêtait là. Mais vers 10 heures le lundi matin, voilà que c'était tout le corps. Et c'était de pire en pire. Donc j'ai mis pull sur pull, je me suis mis dans mon lit, j'étais d'une fatigue terrible. Et puis ça s'arrangeait pas, donc j'ai mis une bouillotte, puis après 2 bouillottes. Et puis je grelottais tout le temps, j'avais beau boire chaud, je me réchauffais pas. Et ça a duré 9 heures. T'as pas pris de paracétamol?
Et j'ai rien pris du tout parce qu'il était prêt, tout le monde disait faut pas prendre ci, faut pas prendre ça. Et moi le paracétamol, ça ne me réussit pas. J'ai un effet secondaire au paracétamol, pas de chance, qui fait que mieux vaut que j'en prenne pas. Voilà. Donc j'ai rien pris du tout. J'ai commencé à prendre des huiles essentielles, j'ai commencé à prendre de l'homéopathie, enfin tous mes petits trucs habituels qui fonctionnent bien d'ailleurs, en règle générale. Donc là, 4 jours après, ça a duré pendant 9 heures. Qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là que tu décides d'appeler le 15? Pas du tout, parce que ça ne vient pas, parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Je savais pas que ça faisait partie des symptômes d'un truc bizarre. Et puis moi, comme je savais qu'il fallait appeler le 15 quand on n'était pas bien du tout, je me dis que je vais attendre un peu. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais, on peut dire les batteries à plat, et j'avais chaud là. Par contre, je me suis réveillée, mais en eau, le lit trempé dans un état, ce qui ne m'arrive jamais. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sentais que mon cœur battait trop vite. Je me suis dit, j'ai de la fièvre. Effectivement, j'avais pas grand-chose, parce que moi, j'ai jamais beaucoup de fièvre. Mais comme j'ai une température naturelle très basse, ça faisait comme si j'avais 38,5, quoi. Et c'est pas bien pour moi. Et puis surtout, j'étais à plat. Puis j'avais une migraine absolument épouvantable. Des contractures musculaires, notamment en haut du dos, la nuque et tout, mais c'était à hurler. J'avais mal dans les jambes, j'étais pas faim, j'avais des douleurs vagues dans l'abdomen, enfin dans le ventre. J'étais dans un état de grande fatigue, j'étais pas bien. Voilà. Oui, tu dis aussi qu'il y a des problèmes de vision. Alors les problèmes de vision, c'est venu après, parce que j'ai pas eu tous les symptômes en même temps. Les problèmes de vision, c'est venu la semaine suivante. Il y a eu plusieurs étapes, ça a été assez long en fait. Tu as eu des rémissions entre-temps. Oui, par exemple, le mardi, donc j'étais pas bien, le mercredi, j'étais pas bien, le jeudi, j'allais beaucoup mieux. Ah, je me suis dit, youpi, j'ai réussi grâce à l'homéopathie à me sauver. C'est très bien, je suis contente de moi. Ah bah oui, sauf que là, dans la nuit du vendredi à samedi, là, ça allait pas du tout. Je me suis réveillée à 4 heures du matin, je pouvais plus respirer. J'étais dans un état pas possible. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'essayais tout, j'ai les inhalations, les bidules, les machins. Rien n'y faisait. Et j'ai attendu que le médecin ou son cabinet, pour l'appeler. Je l'ai appelé à 9 heures, donc, mais pas bien. Hein. Et il dit, moi je peux rien faire pour vous, appelez le SAMU. Donc j'appelle le SAMU, je tombe sur un médecin répartiteur, non pas un médecin, un répartiteur tout court, qui me pose des tas de questions, et qui me dit à la sortie, écoutez madame, vous présentez apparemment les symptômes du Covid. Bon, très bien, j'étais heureuse. Je vous passe un médecin, un répartiteur, enfin bon bref, vous allez voir avec lui. Donc je tombe sur une dame assez pète sec, qui devait être fatiguée, assez désagréable, qui me posait exactement les mêmes questions. J'avais vraiment du mal à respirer, et vraiment, ça n'avait pas du tout l'air de la folie du tout. Elle me dit, écoutez, vous respirez encore, mais je lui dis, mais il n'y a pas de test, on ne pourrait pas me faire un test. Elle me dit, mais vous plaisantez, il n'y a pas de test en France, madame. Donc là, je suis restée abasourdie. Je dis, mais moi, je suis en pleine campagne, je suis isolée, qu'est-ce que je vais faire? Oui, puis elle me dit, mais ça, madame, on ne peut rien faire. Là, pour l'instant, ça va, apparemment, vous pouvez encore parler. Donc, vous n'avez qu'à prendre du sirop, vous mettre des gouttes dans le nez, vous mettre au lit bien au chaud, et puis si ça ne va pas, vous rappelez. Ça m'a fait un effet affreux. Parce que j'ai déjà eu des soucis cardiaques, du trouble du rythme cardiaque avant, dans les années qui ont précédé. Le SAMU a été appelé une fois, il ne se dérange jamais, il faut le savoir. Dans mon coin, je me suis dit, je suis fichue. C'est-à-dire que j'ai eu la sensation que j'étais condamnée. Quand j'ai eu une grave maladie il y a 7 ans, qu'on m'a annoncé le verdict, ça m'est tombé comme une pierre sur le coin de la figure. Pendant un moment, les heures qu'on suivit, j'étais pas bien. Mais j'ai repris très vite du poil de la bête, parce que je me suis dit, il y a une solution, je vais être opérée, enfin ça va aller. Oui, t'es soignée. Voilà, je vais être soignée. Tandis que là, non, j'ai eu l'impression que c'était foutu, quoi. Et que j'étais condamnée à mort. Je me suis retrouvée devant la réalité la plus affreuse, de celle de ma fin prochaine. C'est ce que j'ai imaginé sur le coup. Parce que j'ai compris que mon corps, qui continuait à présenter des symptômes très bizarres qui allaient et qui venaient, j'étais en dents de scie énergétique permanente,
il était mon meilleur ennemi, c'est-à-dire qu'il pouvait se déclencher à tout moment sans que je puisse maîtriser quoi que ce soit, avec en plus l'information, si on regarde la presse, de ce qu'on ne maîtrisait pas du tout la chose. Et que ça peut s'enrayer d'un seul coup, et que là, si on ne réagit pas tout de suite, c'est foutu. Or, moi, il n'y a personne avec moi, je suis isolée. Donc, si je ne peux plus parler, si je vais mal, premier hôpital, 50 km, en voiture, c'est même pas en rêve, tout seul. Donc, j'ai été condamnée. Voilà ce que j'ai réalisé. Et ça, pendant 1 heure, ça a été l'enfer. Je me suis vite remise à l'endroit, parce que je me suis dit, faut pas te laisser aller, faut pas te laisser aller, faut pas te laisser aller. Mais à partir de là, j'ai nourri une angoisse absolument atroce, qui était sous-jacente à mon mental, qui refusait de baisser les bras, de tomber dans la peur ou dans la panique. Mais ça a été terrible. Alors moi je pense à tous ces morts dont on nous annonce en réa dans les hôpitaux. Quand est-ce qu'on aura le chiffre de ceux qui sont morts tout seuls chez eux? Parce qu'il y en a sûrement. Je pense qu'il y en a certainement un bon paquet. Et les chiffres, les aura-t-on? Ça c'est une autre paire de manches. Peut-être que la plupart d'ailleurs, il n'y a pas eu de test, n'ont même pas été autopsiés. Donc on n'aura même pas, à mon avis, les causes de la mort. On peut mettre ça sur le dos de la grippe également. Si c'est des gens qui ont des maladies chroniques, ça peut passer comme ça. Je suis pas sûre du tout que les autopsies soient faites systématiquement dans des morts à domicile, surtout que si c'est des personnes âgées ou chroniquement malades. Donc on ne saura jamais réellement le nombre de victimes de cette saloperie, parce qu'on peut pas appeler ça autrement. On le sait quand il y a de la famille qui était à côté, on le sait qu'il y a un gamin qui est mort, on le sait. Alors, donc finalement, tu as appelé le 15, tu as revu un médecin ou pas? Après j'ai été dégoûtée, j'ai pas revu de médecin du tout, j'ai fait mes petits traitements à moi, et je me suis dit à la grâce de Dieu. Et à la grâce de Dieu précisément, moi qui suis pas une grande prieuse depuis un moment, c'était depuis janvier, d'un seul coup je m'étais mis à prier, je sais pas pourquoi, c'est pas mon truc du tout. Et là j'ai mis suis mise, et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Voilà. C'était encore une autre médication. Oui, alors, tu étais présente sur les réseaux sociaux, pas toujours, donc on s'inquiétait quand on ne voyait plus. Oui. Ça a quand même été une aide, ça, non? Oui et non. Oui et non, parce que les gens ont commencé à m'envoyer des tas de messages pour me donner des tas de conseils. Et j'étais dans un tel état d'épuisement, à certains moments, que je sentais que j'avais des irritations anormales. Ça me dépassait et ça me démoralisait complètement. Parce que je me disais, je ne peux pas répondre à ces gens, je n'en ai pas la force. Et puis j'étais tellement saoulée de conseils et d'informations contradictoires, y compris de tas de vidéos extrêmement angoissantes, qu'on m'envoyait de toutes parts, que c'était affreux. Je ne pouvais pas répondre et je me faisais l'effet d'une personne âgée. J'ai vu ça avec mes grands-parents et maman, quand ils sont pris de court parce qu'ils sont trop vieux et trop âgés et qu'ils se noient dans un verre d'eau. Il m'est arrivé la même chose. Alors le traitement, tu as quand même pris du citron? Alors, j'ai pris beaucoup de boissons chaudes parce que j'avais lu que le Covid, il est plutôt dans les sinus et que ça pouvait descendre dans les poumons et qu'il était tué à haute température. Donc, j'ai bu en permanence des infusions de thym au début pas, mais après oui, avec un clou de girofle dans mon mug et puis je mettais du jus de citron dedans. Et ça me faisait du bien. Et l'ail, non, t'as pas mis? Alors l'ail, je le supporte mal et je le supportais d'autant plus mal que mon ventre s'est enflammé. Si bien que 8 jours après le déclenchement des hostilités, si je peux appeler ça comme ça, j'ai eu des douleurs abdominales atroces, dont 24 heures où j'ai cru que j'allais pas m'en remettre. C'est-à-dire comme si on m'avait planté un poignard dans le côlon. J'avais tout le ventre très enflé et très douloureux, mais j'avais surtout un point au niveau du côlon et ça me faisait un mal, mais je crois qu'on m'aurait planté une arme blanche dans le bide, j'aurais eu exactement des douleurs aussi atroces, ça a duré 24 heures. J'ai eu très mal, j'ai beaucoup souffert avec ça. Est-ce que tu mangeais ou est-ce que tu étais constipée? Est-ce que tu arrivais à manger? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de transit aussi? Alors, j'avais aucun problème d'effet secondaire de cette nature, mais des nausées, écœurements, pas de je vomissais pas, mais j'avais mal au cœur. J'étais barbouillée, comme on dit, et incapable de manger. De toute façon, c'est simple, pendant 10 jours,
J'ai mangé à minima pour avoir quelque chose dans le ventre et j'ai perdu 3 kilos en 10 jours. C'est pas dur. Alors comme moi je peux pas perdre de kilos, c'est comme j'ai toujours instable au niveau de ma thyroïde qui n'existe plus mais des traitements et que c'est très compliqué pour moi de perdre 1 gramme même si je mange 2 feuilles de salade. Là ça a été radical, j'ai perdu 3 kilos en 10 jours. Ouais. Que j'ai pas repris d'ailleurs. Bah c'est une bonne chose. Et tu as aussi eu des problèmes dermatologiques? Alors j'ai eu des problèmes cutanés, oui, j'ai eu des engelures plein les mains. Ça c'est venu plus tard, hein. C'est comme les problèmes de vue qui sont venus à mi-pente si je puis dire. Les engelures c'est venu beaucoup plus tard. J'ai commencé à avoir tout le dessus des mains qui s'est ouvert. J'ai du psoriasis aux pieds, alors là j'ai les pieds, ils s'en sont parmi d'ailleurs. J'ai eu les pieds fendus, ça m'a fait souffrir le martyr. J'ai eu également des sortes de boutons. J'ai cru à un moment que c'était une araignée qui m'avait piqué. Il y a beaucoup d'araignées dans ma maison, c'est une piqûre d'araignée, donc ça faisait des boutons. En fait c'était comme, j'ai regardé après quand ça m'a repris sur une autre crise, que ça c'était de l'urticaire en fait. Donc c'est extrêmement douloureux. Ça grattait énormément, donc j'ai eu ça 2 fois, des plaques très localisées sur l'abdomen, enfin sur la poitrine très exactement, sous une clavicule et au milieu de la poitrine après. C'était chaud, ça démangeait terriblement et ça faisait mal, voilà. Et qu'est-ce que tu as mis dessus? Est-ce que l'argile, ça pourrait pas faire du bien? J'ai rien mis du tout, je savais pas quoi faire, j'ai essayé de pas me gratter. Et très curieusement, c'est que sans me gratter, c'était comme si je m'étais grattée, ça fait des croûtes. Ça fait des pustules? Ça fait des pustules et ça a fait des croûtes. Ça n'a pas suinté, mais ça a fait comme des croûtes. Puis ça a disparu après. Voilà, j'ai eu ça. Tu les as tous eus? Tu as eu aussi des problèmes cognitifs où tu avais l'impression que tu allais perdre la mémoire? J'ai pas eu vraiment de problème cognitif, pas de perte de mémoire en tout cas, mais une incapacité à lire un texte et avec des problèmes d'attention absolument terribles. Moi j'ai un cerveau qui n'a jamais de problème d'attention. C'est-à-dire que je peux travailler pendant des heures, je ne suis absolument pas fatiguée. Je suis extrêmement concentrée. Là, rien. J'essayais de regarder un film pour me distraire. Je pouvais pas. Au bout de 5 minutes, ça m'intéressait plus. Je faisais un truc, je pouvais pas. Je voulais le lire, j'y arrivais pas. Facebook m'irritait. Un truc trop long m'énervait. Tout était... J'étais incapable de faire mes tâches habituelles. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril. Depuis combien de temps tu n'as plus de problème? Je peux dire que j'ai eu un pic dimanche, pas dimanche dernier, mais le dimanche d'avant, qui a été très, très mal vécu, parce que j'étais en pleine forme. J'avais retrouvé mon énergie et j'ai brutalement sombré en fin d'après-midi. Mais comme si on avait tourné un interrupteur, j'ai repiqué à fond, avec une perte d'énergie atroce. Je ne pouvais plus me tenir debout. Et surtout un pic de dépression absolue. Je me suis demandé ce qui se passait, je ne comprenais pas, j'arrivais pas à me remonter. J'ai donc appelé un ami magnétiseur qui m'a immédiatement requinqué, on peut dire ça. J'ai attendu 3-4 heures comme ça. Je me suis dit, mais là je vais mourir, qu'est-ce qui se passe encore quoi. Et après ce truc-là, j'ai été pas vraiment bien jusqu'au mardi. Et ensuite, c'est revenu petit à petit. Et là, je peux dire, affirmer même, que je ressens ma vitalité d'avant depuis dimanche. Voilà, nous sommes jeudi, depuis dimanche. Et en particulier depuis avant-hier, depuis 2 jours, je me sens très bien. Voilà. Alors, sur les réseaux sociaux, sur ta page Facebook Elisabeth de Caligny, tu dis que finalement, ça t'a appris beaucoup de choses. Ça t'a appris à lever le pied aussi, que tu ne seras plus jamais comme avant. Ça m'a appris à lever le pied. J'ai réfléchi quand même, quand j'étais en état de le faire, à des tas de choses qui ne me plaisaient plus. Sur ma façon de travailler, sur ma façon d'être. Et je me suis dit, on va rayer tout ça de la carte. Et puis, comme j'ai une très belle étoile au-dessus de la tête, malgré une vie pas toujours très facile, avec des épisodes un peu compliqués, eh bien, la grâce de Dieu m'est tombée dessus. C'est là que j'essaye de m'en aller de cette maison où je suis. Je vais y arriver, je vais avoir 2 points de chute magnifiques, un dans le sud de la France et un dans le sud de la Belgique, chez 2 femmes qui sont mes amies et que j'apprécie infiniment. Ça me rassure d'abord de ne plus être isolée dans une maison de campagne trop grande que j'arrive plus à gérer, il faut quand même le dire, et qui est froide, très froide l'hiver. Et donc ça, je suis heureuse. Donc, je me disais qu'il ne pouvait pas m'arriver mieux. C'était totalement inattendu, plus d'autres projets. Je suis en phase d'écriture, je me suis remise au travail hier quand même, avant-hier même, parce que je me sentais bien. Et
Et je vais aller à mon rythme maintenant. Je me suis toujours agitée comme une machine folle tout le long de ma vie. J'ai quand même pas pris de vacances normales depuis 1978. Faut quand même le faire. Et là, j'ai dit que je ne serai pas en vacances, mais je ne ferai plus autant de choses qu'avant. D'abord parce que je ne pense pas que je vais récupérer tout de suite, parce que malgré tout, je me fatigue. J'ai 65 ans, faut pas l'oublier. Et je pense qu'il y aura une trace de ce machin-là. Alors justement, Elisabeth, la trace, le pourquoi de cette pandémie, de cette épidémie, son pourquoi pour la planète. Est-ce que tu y as réfléchi? J'ai réfléchi et j'ai surtout trouvé que ce truc était fréquentiel. Alors je m'en explique. Je me suis rendu compte que quand j'étais dans un état de peur, de souffrance physique, de concentration sur mes petits mots du moment, où j'étais à l'écoute de ce corps qui me faisait des trucs impromptus au moment où je m'y attendais pas, j'ai réfléchi que j'allais beaucoup mieux, j'ai constaté plus exactement que j'allais beaucoup mieux quand j'étais en haute fréquence. Ça veut dire quand j'étais pas en état de peur ni rien. Et que ce truc-là jouait avec mon état psychique et spirituel, je dirais même. Parce que il y a des moments où j'étais très mal et je me suis mise à prier frénétiquement. Chose que je ne fais jamais, je vous l'ai dit. Oui, alors la prière de Padre Pio, tu la connais par cœur? Je connais la prière de Padre Pio, mais j'ai pas eu que celle-là. Et je me suis mise à écouter de la théologie, des cours de théologie. Moi, je t'avais dit, parce que je t'avais envoyé un mail en te disant de faire la méthode Coué, parce que finalement, au niveau fréquentiel, comme tu dis, le fait de dire plusieurs fois par jour, tous les jours, sur tous les points, je vais de mieux en mieux, ça donne des informations à ton corps que, voilà, c'est pour jouer sur une fréquence. Mais je me suis informée au niveau de mon corps. À certains moments, je m'étais imaginé que je parlais à mes trucs et qu'il y avait une sorte de lumière bleue qui nettoyait comme un karcher à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Le pouvoir de l'esprit sur le corps était évident. Au niveau de la planète, ça voudrait dire qu'il y a plein de gens, enfin plein d'êtres humains qui, moi je dis qu'on vit une époque formidable. C'est-à-dire que toi tu t'es rebranché un peu à une spiritualité chez les cathos, chez les chrétiens, ce que tu veux, mais c'est peut-être aussi ce manque de foi qui fait qu'on se laisse aller, quoi. C'est-à-dire mais le manque de foi j'ai jamais eu, sauf que je suis pas passée par les intermédiaires avant. Je suis quelqu'un qui a la foi. Et au niveau de la planète, à ton avis? On a perdu le sens du sacré déjà, dans les civilisations occidentales, faut quand même le dire. Et je pense que c'est la porte ouverte à un certain désarroi. Pourquoi? Parce que même si on critique la religion en général pour telle et telle raison, à tort ou à raison d'ailleurs, mais à raison parfois, faut quand même le dire, eh bien, ça donnait quand même des bases morales et rassurantes à l'être humain. L'être humain, dès qu'il arrive au monde, il souffre déjà. Et puis ensuite, il est terrifié. Et il sera de plus en plus terrifié parce que dans une société hyper matérialiste, on ne peut qu'avoir peur. Elisabeth, je te remercie. Tu nous as conté ton parcours de combattant, puisqu'il paraîtrait que nous sommes en guerre. Et je rigole en disant ça. Moi, je pense qu'il faut pas, je pense qu'il faut pas faire la guerre à ce coronavirus. Je pense que c'est plutôt la paix qu'on fait en soi qui fait qu'on s'en sort. Tu nous tiens. Oui, mais il faut faire la paix intérieure en soi. Oui, tout à fait. Je me suis plongée à l'intérieur de moi-même et ça m'a fait le plus grand bien. C'est peut-être ça qui m'a fait passer le cap, alors que ça aurait pu plonger d'ailleurs. Voilà. Bon, ça prouve qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, mais je pense que c'est fréquentiel, c'est énergétique. On sait que le stress diminue les capacités du système immunitaire à lutter. Moi, en plus, je suis un sujet à risque, j'ai des maladies immunitaires, donc c'est un désastre. J'ai des problèmes cardiaques, donc j'aurais pu, normalement, vu mes problèmes respiratoires aussi, qui sont un peu liés à la cigarette, j'en ai pas trop, mais un peu quand même, j'aurais pu aller très mal. Elisabeth, je te dis merci. Si tu pars en Égypte, il y aura toujours Internet pour qu'on se retrouve. Boostez votre système immunitaire, prenez le maximum de choses pour le booster, ayez le moral, et puis si la prière vous aide, n'hésitez pas, ça peut aider. Moi je me rends compte que ça m'a bien aidé, alors que je suis pas particulièrement accro. Merci beaucoup Elisabeth. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives. Maintenant une vidéo de l'Observatoire du réel. Vous allez sur YouTube, Observatoire du réel. Et cette vidéo s'appelle Interview du docteur Jade Allègre, les effets de l'argile sur le coronavirus. Très bonne écoute à toutes et à tous. Une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent se guérir ou se prévenir
d'une manière naturelle. Bonjour Jade. Bonjour ami. Bon, ça va bien? Ça a l'air en tout cas. Hein. Oui. Voilà. Alors écoute, on s'est rencontrés lors d'une soirée de l'Observatoire du réel. J'avais pris tes coordonnées parce que je voulais te faire intervenir sur une conférence. Et puis j'ai vu passer il y a une semaine, 10 jours, une vidéo de toi dans laquelle tu disais que tu avais traité 3 personnes atteintes donc, de coronavirus avec de l'argile. Donc j'ai été très surpris et je voulais en savoir plus. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces 3 personnes, puis sur ce qui s'est passé après? Oui, alors moi aussi j'étais très surprise parce que en fait je ne pensais pas que l'argile pourrait agir parce qu'on parlait d'une affection pulmonaire. Et en fait, c'est des personnes qui connaissaient l'argile, qui l'ont utilisée et ça a été totalement miraculeux. C'est-à-dire que quasiment immédiatement, la personne va beaucoup mieux, même quand elle a des symptômes respiratoires déjà. Et c'était tellement spectaculaire. Donc évidemment, après, on continue le traitement. Après, très souvent, elle dort 2-3 heures, tu vois. Et puis, ça va beaucoup mieux. Et le lendemain, il reste quasiment plus rien, 3 jours maximum. Et donc, j'en suis venue à penser qu'il y avait soit un point de départ, soit une importante participation des intestins. Parce que l'argile restant strictement dans le tuyau digestif, elle ne pouvait pas aller soigner, sauf de soigner à distance, elle ne pouvait pas soigner. D'accord. Ouais. Donc, bon, évidemment, l'argile agit à distance dans la mesure où elle remet ton métabolisme à jour, tu vois. C'est-à-dire que moi, je dis, c'est comme quand ton portable ne marche plus trop et que tu fais remettre les réglages d'usine. Donc ça, c'est l'effet de l'argile, mais en une seule prise? Ah, mais dès que tu prends l'argile, si tu veux, elle travaille là-dessus. Elle travaille à te remettre les réglages d'usine. Et c'est pour ça qu'elle marche très bien pour soigner l'hypertension, comme pour soigner l'hypotension, pour soigner la diarrhée, que pour soigner la constipation. Parce qu'elle te remet les réglages, en fait. D'accord. Ok, alors juste pour élément de précision, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours? Donc tu es médecin, tu as fait ta thèse sur l'argile et ça fait 30 ans que tu travailles sur le sujet. Oui, c'est-à-dire que si tu veux, au départ, moi quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais marginale, tu vois, et à l'époque, il n'y avait pas médecin du monde pour les marginaux. Ouais. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée à être celle de la communauté qui était intéressée pour trouver des solutions quand il y avait des problèmes physiques. Tu vois, donc je me suis intéressée aux guérisseurs, je me suis intéressée aux vieilles grand-mères qui avaient des recettes. Et puis un jour, quelqu'un est passé, nous a parlé de l'argile. Et moi, si tu veux, mon point de vue, ce n'est jamais croire ou pas croire, c'est toujours tester. Expérimenter, voilà. Voilà. Donc j'ai testé, ça marchait, et donc voilà, je me suis mis à l'utiliser. Et puis plus tard, je me suis dit, mais en fait, pour tous les gens pauvres de la planète, c'est génial. Donc j'étais à la campagne quand j'étais marginale, du coup je suis remontée à Paris, j'ai commencé à regarder dans les bibliothèques scientifiques, et là je me suis aperçue de 2 choses. Premièrement, je me suis aperçue qu'en fait tous les peuples l'avaient consommé, l'avaient utilisé, et tu vois, nous en Europe, on a oublié depuis 150 ans peut-être. En Malaisie, par exemple, ils ont oublié depuis 30 ans, tu vois. En Afrique, ils pratiquent encore, mais d'une part que tous les peuples l'avaient utilisé, et d'autre part, ce qui m'a encore plus estomaqué, c'est que je me suis aperçue que c'était à la pointe de la recherche scientifique. Ah, alors là, actuellement? Oui, actuellement. Donc là, j'étais estomaquée. Et en fait, tu n'as pas un mois qui passe sans avoir une publication japonaise, américaine, tu vois, italienne. Sur l'utilisation de l'argile dans le domaine de la santé. Okay. Voilà. Donc, du coup, il y a des... Mais seulement, si tu veux, quand tu fais ta recherche sur les bases de données, il faut, je dis toujours, il ne faut pas mettre le mot-clé clé, parce que argile en anglais, c'est clé, mais il faut mettre les noms des espèces minéralogiques. Par exemple, si tu mets smectite, S-M-E-C-T-I-T-E, smectite, là, tu vas voir pleuvoir les publications. D'accord, ok. Donc, on reviendra peut-être sur ton parcours, mais reprenons maintenant le cas de ces 3 premières personnes. Donc, ces 3 premières personnes, c'est des personnes que tu traitais ou qui connaissaient les pouvoirs de l'argile et qui, te connaissant, sont ensuite venus te dire « Ah ben tiens, j'ai pris de l'argile et ça a marché ». Non, en fait, les 2 premiers, c'est une dame qui avait l'habitude d'utiliser l'argile avec ses enfants, tu vois, donc de mettre de l'argile dans une bouteille d'eau et de leur donner, soit quand ils demandaient, soit quand elle les trouvait pas très en forme. Et donc, un jour, elle voit sa petite fille. Alors là, j'ai pas
j'ai pas préparé le document, mais elle voit sa petite fille de 6 ans qui devient toute blanche, qui est très mal, qui tousse beaucoup, etc. Et donc, du coup, elle lui fait boire et puis ça passe. Du coup, elle a un autre voisin qui a 70 ans, qui présente aussi tous les symptômes, la fièvre, la perte du goût, la perte de l'odorat. Et donc, elle lui donne aussi, et puis ça guérit. Donc, elle m'en parle. Et du coup, je fais appel autour de moi pour trouver des gens qui ont le corona. Et curieusement, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. On se demande où ils trouvent tous les gens des statistiques parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, j'étais amenée à aider une quinzaine de personnes. Et c'est miraculeux. C'est hallucinant parce que c'est quasiment dès la minute où ils prennent l'argile qu'ils vont... Alors, ça, oui, c'est effectivement très, très surprenant. Et tu m'as dit, quand on s'est parlé au téléphone, là, sur tous les cas qui ont suivi les 3 premiers, 80% c'est réglé en 2 heures et 100% en 48 heures. Donc, c'est quand même oui, tout à fait. étonnant. 48 heures. Alors, la seule chose qu'il ne faut pas faire, en revanche, que je ne savais pas au début, c'est qu'il ne faut pas arrêter l'argile dès que tu vas mieux. Il faut vraiment continuer. Moi, je dirais pendant au moins un mois et demi. Parce que sinon, tu as une résurgence. D'accord. Donc, on viendra tout à l'heure sur les posologies, comment l'utiliser. Mais là, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces 15 cas? C'est des cas que tu as traités toi-même en direct, à distance? En direct, à distance. C'est-à-dire que si tu veux, depuis longtemps, je fais des consultations par Skype, par WhatsApp ou par Facebook vidéo. Moi, j'ai besoin de voir la personne. Ça, c'est indispensable. Mais une fois que je vois la personne, il n'y a plus de problème, quoi. Tout est... voilà, donc je lui demande, si tu veux, à ce moment-là, on se rappelle tous les jours, tu vois, pour vérifier si ça va bien, voir s'il y a d'autres symptômes. Alors, donc, la prise, est-ce que tu veux nous expliquer d'abord quelle argile? Est-ce que toutes les argiles conviennent ou est-ce qu'il y a des marques, il y a une typologie dans la couleur, la granulométrie, que sais-je? Qu'est-ce que tu préconises? Alors, si tu veux, moi, j'ai quand même un souci avec les distributeurs en France parce que certains dénaturent l'argile. Par exemple, que je ne citerai pas, mais qui est tout content de dire qu'il la chauffe à 360 degrés. Donc, je ne sais pas si tu as mangé une pomme qui a été chauffée à 360 degrés, mais c'est plus tout à fait c'est plus la même chose, bien sûr. Ouais. Et encore, dans la pomme, tu n'attends pas une intelligence thérapeutique qu'il y a dans l'argile. Donc, si tu veux, c'est assez agaçant. Et puis, l'autre souci, c'est que l'argile, c'est un monde, mais c'est un univers. Tu peux passer plusieurs vies dedans. Par exemple, la couleur, si tu veux, la couleur n'est pas est un élément indicateur plus qu'autre chose. Parce que, par exemple, la meilleure argile que je conseille en ce moment, qui est une argile de carrière, on va quasiment la chercher dans la carrière. D'ailleurs, du coup, le prix est très intéressant parce que, du coup, tu achètes 35 kilos pour 7,50 €. D'accord. Et alors, oui, mais on va la chercher dans la carrière, mais où? Ah oui, mais ça, j'ai mis sur mon site. Tu trouveras sur mon site. C'est pas compliqué. Sur mon site, il faut aller sur mon site, c'est jade-allègre.com. Et là, tu vas dans le chapitre L'âme et l'argile, qui est mon association humanitaire. Et là, tu vas dans Actualité et ça t'indique une très bonne argile. D'accord. Alors, elle n'est pas aussi belle que la petite argile en sachet, toute propre et tout, tu vois. Mais elle est jaune, par exemple. Et c'est la plus forte qui est sur le marché pour le moment. Mais donc, ce que je dis aux gens, pour simplifier, je leur dis acheter des argiles vertes. Parce que les argiles blanches, c'est facile. Voilà, et les argiles blanches, en général, mais je te dis, il n'y a aucune généralité qui soit juste. C'est comme la langue française, il y a que des exceptions. Ouais. Mais en général, les plus fortes, les argiles blanches, en général, sont des kaolins, donc moins fortes. D'accord. Donc, s'orienter vers du vert. Parce que même le rouge, si tu veux, le rouge, c'est trop variable aussi. Aller sur le vert. Dans l'urgence, aller sur le vert. Bon, ok, on va sur le vert. Ensuite, comment faut-il la prendre? Le matin, le soir? Là, tu es en situation d'urgence. Donc, la situation d'urgence, tu attends pas. De même que si tu veux, en fait, on dit souvent qu'il faut la laisser reposer. Il faut bien comprendre que la laisser reposer, c'est parce que l'argile, en fait, c'est un tank. C'est-à-dire qu'elle va te faire sortir les saletés de ton corps par tous les bouts. Donc, si tu la laisses reposer un peu, elle se calme un peu, tu vois. Donc, elle va les faire sortir plus en douceur. Mais là, au contraire, on a besoin de toute sa force. Donc, tu mets de l'eau dans un verre. Là, 2 cuillères à soupe en dose d'attaque ou 3 cuillères à soupe. Et tu mets la poudre à la surface de l'eau. Tu mélanges pas, tu la laisses tomber tranquillement. Et tu lui laisses 5 minutes pour s'installer avec l'eau.
Hein. Ouais. Et puis après 5 minutes, tu prends un outil qui ne soit pas en métal parce qu'elle a des charges électriques, donc c'est gênant avec le métal. Donc la cuillère à soupe, il fallait pas prendre une cuillère en métal non plus. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Bien Donc joué. il faut Voilà, donc être si tu veux, prudent. donc en gros, tu laisses ta poudre en surface, elle tombe, tu la laisses s'installer 5-10 minutes, et puis après ça, tu prends par exemple, ta cuillère en plastique, tu mélanges et tu bois le tout. Les gens qui te disent de boire que l'eau, c'est pareil, on va reprendre l'exemple de la pomme, on va dire que tu mets ta pomme dans un verre d'eau, puis après tu jettes la pomme et tu bois l'eau. Ouais, d'accord. Okay. C'est une aberration, Ouais, c'est honteux. une Les gens qui aberration, disent ça, c'est honteux. Donc, en fait, il faut boire aussi l'argile que l'on a Bien mis dans sûr. le verre. Hein, Absolument. Et pas simplement l'eau et le... Ben voilà. D'accord. Et tu fais bien de le préciser. Boire que l'eau, bon, c'est bien gentil, ça t'apporte un tout petit peu des minéraux qui sont en suspension, un tout petit peu de l'argile qui est en suspension, mais il faut quand même bien se rendre compte que les peuples traditionnels, eux, ils y allaient sur la quantité. C'est-à-dire qu'il y avait un peuple sur l'Amazone, par exemple, qui se mangeait 3/4 de kilo d'argile chaque jour, Ouf, et, oui. et pendant 3 mois de suite. Ah, donc, il faisait des cures, mais pour quelle raison? Ah ben tu fais bien de poser la question. En fait, c'est parce que, si tu veux, la plupart des peuples qui sont sur l'Amazone se nourrissent du poisson d'eau douce, en fait, Ouais, du poisson ouais. de la rivière. Or, l'Amazone, c'est une coquine et 3 mois par an, elle monte en crue. Oui, Donc, les gens n'arrivaient plus à attraper leur nourriture. Du coup, ils mangeaient l'argile. Alors, il faut bien comprendre que l'argile ne nourrit pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sucre, de graisse et de protéines. Mais si tu veux, elle potentialise tellement. Attends, il y a mon chien qui me demande. Je suis portière pour chien. Oui, Je parle une seconde. Je la. Oui, donc en fait, si tu veux, ça potentialise tellement l'assimilation de ce que tu trouveras à manger par ailleurs que tous les éleveurs d'animaux en ont dans les compléments, dans l'alimentation, parce d'accord. que ça leur permet d'avoir le même grossissement sur le cochon avec beaucoup moins de nourriture. D'accord. Donc, en situation de famine, tu as ton argile, tu bouffes ton argile et tu cherches 3 feuilles de racines, quoi. D'accord, ok. Bon, nous n'en sommes pas, Oui. sommes pas là. Alors, Oui, tu mais ce que je voulais dire, alors, si tu veux, oui. c'est que avoir Oui, peur je de faire comprends. une occlusion sur une cuillère à café alors que les gens ont Il y en mangé a qui en 3/4 de beaucoup, kilo. bien sûr. D'accord. Alors donc, si des personnes sont atteintes là par le coronavirus ou pour tout type d'autres, problématiques, on en prend une fois par jour ou plutôt 2 fois? Non, plutôt 2 fois, voire 3 fois par jour. D'accord. Tu vas au début, quand tu es atteint, bon, tu vas prendre 2 à 3 cuillères à soupe, 2 à 3 fois par jour. D'accord. Et puis, Voilà. et ça pendant combien de temps? Pendant Alors justement, une c'est ça semaine, l'erreur. 2 semaines, 3 semaines? C'est ça l'erreur que j'ai fait au début, si tu veux, c'est qu'au début, bon, comme il n'y avait plus aucun signe clinique, je pensais que les gens pouvaient arrêter. Mais je me suis aperçue que s'ils arrêtent trop tôt, il y a un redémarrage, tu vois. Donc il vaut mieux continuer pendant, on va dire, un mois et demi, quoi. D'accord. Ah oui, donc, et un mois et demi, on prend quoi? Une fois par jour ou Non, après, tu peux passer à une cuillère à soupe 2 ou 3 fois par jour au lieu de 2 ou 3 cuillères à soupe. D'accord. Donc tu diminues la dose, mais il faut maintenir une pression, tu vois. Et d'ailleurs, ceci a été confirmé par la recherche parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une bactérie intestinale, la Prevotella, qui avait une synergie avec le virus. Et donc, c'est certainement qu'il faut continuer le temps que le microbiote se rééquilibre. D'accord. Oui, c'est ce que tu m'expliquais par téléphone là précédemment. Tu m'as dit, ça y est, je viens de voir une publication dans laquelle on fait le lien entre les intestins, donc traités par l'argile, et puis les poumons. Alors qu'au voilà. début, toi, tu te disais, ben non, l'argile ne peut pas traiter le coronavirus parce que c'est un problème d'infection pulmonaire sans aucun lien avec la flore intestinale. Donc là, ça a été publié, tu as dit. Ben oui, il y a des recherches qui sont en train d'être publiées là-dessus depuis 3-4 jours. Mais si tu veux, parce que tu as la personne qui a des signes pulmonaires, tu lui donnes l'argile et aussitôt les signes pulmonaires s'arrêtent. Donc tu te dis... oui, il y a forcément normal. un lien. Et alors, ce que tu expliquais, c'est qu'en fait, l'argile a ce pouvoir extraordinaire d'exclure, enfin de faire sortir absolument toutes les toxines et tout ce qui est nocif. Oui, alors si tu veux, alors par quel mécanisme? Je ne sais pas, est-ce que c'est juste une histoire de vitalité aussi qu'elle retape ta vitalité? Parce que je te prends un autre exemple. Une femme enceinte, par exemple, elle va souvent avoir des boutons sur le visage, qu'on appelle un masque de grossesse. Oui. Et en fait, c'est parce que la grossesse lui donne tellement de vitalité qu'elle se met à sortir les toxiques à la peau.
Tu vois, D'accord. même chose pour le bébé. Le bébé peut avoir des problèmes de peau simplement parce qu'il a suffisamment de vitalité pour sortir les toxiques que la maman lui a donnés. Tu sais que c'est absolument dramatique parce que pendant la grossesse, en fait, la maman envoie tous ces toxiques à son bébé. D'accord. Et le bébé, lui, il est capable de les traiter. Ouais. Oui, mais enfin, c'est un peu hard quand même. Donc, Ouais, tout à fait. donc c'est pour ça qu'avant de tomber enceinte, moi, je préconise beaucoup de faire un jeûne avant de tomber enceinte, tu vois, pour au moins nettoyer un peu ton corps. Parce que quand on D'accord. allait, c'est encore pire. Hein. Quand tu allaites, tu envoies préférentiellement tous tes toxiques à ton bébé. Ok. Donc cette capacité à faire sortir toutes les toxines, donc ce qui est intéressant, c'est surtout pour les métaux lourds. Mais tu citais aussi cet exemple d'un monsieur qui avait mal à l'estomac, qui a pris de l'argile et puis qui s'est retrouvé avec les testicules gonflés. Et qui a... C'est vrai, tu as vu ça? Oui, ben j'ai vu ça sur une Oui, vidéo. Oui. Tout à fait, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, ce monsieur, 30 ans plus tôt, il avait dû fréquenter un peu trop les prostituées. Il avait gardé d'une infection génitale. Il avait gardé des saletés. Donc l'argile, elle ne supporte pas. Elle ne peut pas supporter ça, que tu aies des saletés. Oui, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça sort non seulement quand on les a dans l'estomac, mais j'allais dire partout dans le... Oui. Alors que tu dis que ça ne passe pas dans le sang. Oui, c'est ça qui est marrant. Alors, il y a une étude, j'ai trouvé une seule étude, parce que moi, il se trouve que, entre autres, je suis aussi prof d'anglais, j'ai une licence d'anglais, donc ça me donne accès à toutes les études qui sont toujours publiées en anglais. Et j'ai, en des années de recherche, j'ai trouvé une étude qui disait que peut-être qu'une particule d'argile sur 10 000 pouvait passer dans le sang. Et ça, c'est vrai que, pourquoi pas, si tu veux, parce que paraît-il que nos druides à nous, oui. alors ça, c'est pareil, c'est de la tradition orale, donc on ne peut malheureusement pas vérifier, mais il paraît que nos druides disaient que dans sa vie, on devait manger son poids d'argile. D'accord. Ah oui, c'est même intéressant. si on n'était pas malade, tu vois. Et oui, ça, oui. je le ressens assez volontiers, parce que moi qui en mange depuis des années, je ne suis plus trop tentée d'en manger, tu vois. Donc, d'accord, ouais, t'es arrivé, tu as pris ta dose, quoi. Voilà. Ok, et alors, si actuellement l'argile fonctionne pour le Covid-19, si on a des mutations de ce Covid, avec un Covid-20, un Covid-21, un Covid-22... Oh, ça, on s'en fout. Hein. Oui, c'est ça. Toi, tu penses que pour quel que soit, en fait, la version, ça aura le même effet. Oui, parce que si tu veux, c'est beaucoup des mécanismes, en fait, c'est des mécanismes physiques, souvent, tu vois, des histoires de ionisation, des histoires de niche, des histoires de liaison. Donc, si tu veux, moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci du moment que l'argile arrive à se débarrasser de cette catégorie. L'argile est très forte pour les virus. Hein. Par exemple, si tu prends un inoculum de rotavirus, qui est le virus de la diarrhée de nos enfants, si tu le mets en contact avec l'argile, en moins d'une minute, tu as presque tout le virus qui est scotché sur l'argile. Hein. Elle est très forte sur les virus. Et donc, évacuer, oui. Ah oui. Moi, j'ai si tu veux, j'ai la chance. Donc, j'ai fondé une petite association humanitaire qui est microscopique, qui est ultra microscopique. Et dont le but, c'est de faire des missions chez les gens qui n'ont pas d'argent pour qu'ils puissent utiliser la colline à côté, si tu veux, en gros. Et bien, un jour, j'ai eu le big spécialiste des argiles en France, de la recherche scientifique sur les argiles, qui s'appelle Michel Rotureau, qui a téléphoné pour nous aider. Eh bien, ces jours-ci, je l'avais au téléphone et lui, il a mis en évidence le mécanisme par lequel une argile attrape les virus. D'accord. Ok. Donc, ce sont des choses qui vont sortir, mais qui, évidemment, font pas les affaires ni des sociétés savantes, ni des labos, parce que tu dis que ça coûte 3 francs 6 sous, quoi. Mais oui, c'est ça. L'argile, ça coûte 100 € la tonne. C'est le prix de l'extracteur, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est comme si la matière elle-même n'avait pas de prix, quoi. Voilà, c'est juste ça, le coût de l'extraction. C'est une bonne définition, n'avait pas de prix, c'est vrai dans tous les sens du terme. Ouais, ok. Alors, j'en ai parlé avec une ou deux personnes et qui me disent, demande-lui, parce que évidemment, prendre de l'argile pour tout le monde, c'est peut-être pas évident. Est-ce qu'on peut entre guillemets la cuisiner? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la donner à l'insu des personnes qui voudraient, qui seraient réticentes à en prendre? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut en mettre en sauce? Est-ce qu'on peut...
Est-ce que c'est possible ça? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas la faire chauffer, c'est ça? Oui, alors encore une fois, comme je t'ai dit, que l'argile, rien n'est simple. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui sont très faibles, les kaolinites, que traditionnellement les gens faisaient chauffer. Et sur des espèces aussi faibles, ça a potentialisé. Mais sur les espèces fortes, non. Tu vois, donc c'est très compliqué l'argile. Alors maintenant, mettre à leur insu, je sais qu'il y a des gens qui faisaient du pain à l'argile. Les gens cuisinaient les pommes de terre à l'argile, mais ça c'est normal parce que dans les pommes de terre il y a la solanine et du coup l'argile enlève la solanine. Donc oui, je sais qu'on faisait du pain à l'argile. Oui, ça m'est arrivé une fois de soigner quelqu'un à son insu. Alors, comment tu as fait justement? Le pauvre, sa maman lui faisait amoureusement un jus d'orange tous les matins, donc ça n'a pas été compliqué. Ah, donc tu as mis de l'argile dans le jus d'orange? Oui. D'accord, et il l'a pas senti? Non, parce que la couleur quand même devait changer. Ah oui, non, mais bon, non, sur un jus d'orange, ça se voit pas, tu vois, t'es pas obligé d'en mettre 3 tonnes non plus. D'accord. Et puis du coup, on lui mettait aussi des oligo-éléments, parce que tu vois, cette femme élevait seule son fils, et du jour au lendemain, son fils passe à l'adolescence et passe sa vie sur un sofa à faire de la musique, et elle savait plus trop quoi faire. Ah ouais, ok. Bon, alors pour les animaux et pour les enfants, moi j'encourage vivement à ne pas le cacher. C'est-à-dire que en fait les petits enfants ont un instinct pour l'argile et les animaux ont un instinct pour l'argile. Par exemple, mon chien là que j'ai fait rentrer tout à l'heure, oui. Eh bien à côté de son bol d'eau et à côté de son bol de nourriture, elle a un bol d'argile. Donc elle a des blocs d'argile sèche. Et de temps en temps, elle en éprouve le besoin et elle va les manger comme si c'était du steak, se régale. Et les enfants, pareil. C'est-à-dire que moi, pour les enfants, ce que je conseille, c'est d'attendre un jour où ils te disent qu'ils ont mal au ventre. Un enfant, il va toujours te dire un jour ou l'autre qu'il a mal au ventre. Oui. Là, tu lui prépares de l'argile et tu lui montres l'heure et tu lui montres 20 minutes. Tu lui dis, quand tu auras 20 minutes, tu auras plus mal. Parce que ça enlève le mal de ventre en 20 minutes. Ça désenflamme l'intestin en 20 minutes. Donc, une fois que l'enfant a vécu ça, que ça lui a enlevé toutes les douleurs en 20 minutes, après, il se fera pas prier. Pour te dire que ma gamine, un jour, elle a 3 ans, elle me dit, maman, est-ce que tu peux me faire de l'argile? Me préparer de l'argile. Donc, et moi, je lui fais les réponses la plus bête du monde, parce que j'étais en train de cuisiner, j'étais occupée, donc je lui dis, mais enfin, t'es même pas malade. Et alors, tu sais, la meilleure, le lendemain, elle sortait la rougeole. Ah ouais. Donc elle l'avait senti, tu vois. Elle l'avait senti. Et alors, quelle est la différence? Parce que quand on a des problèmes gastriques, intestinaux, etc., on préconise très souvent de la poudre de charbon noir. Et alors, quelle est la différence entre le charbon et l'argile? Je vais te dire l'intelligence. L'intelligence, parce que le charbon, c'est une matière morte, en fait, c'est un bois brûlé, tu vois, c'est un bois blanc brûlé. Donc c'est mort. Donc c'est une action purement mécanique, c'est pas le bon terme, mais... oui, il va juste absorber et évacuer, quoi. Oui, donc si tu veux, ça n'a pas l'intelligence. L'argile, c'est vivant. Oui, alors je ne me suis pas contentée de faire médecine, j'ai fait en plus des diplômes complémentaires, dont un diplôme de médecine d'urgence. Et donc, pour ce diplôme de médecine d'urgence, c'était pour traiter une histoire qui est très triste, c'est que les gens pauvres, quand ils en ont vraiment ras-le-bol, qu'ils n'en peuvent plus, ils boivent l'herbicide pour les champs et du paraquat. Et là, c'est épouvantable parce que ça brûle tout, tu vois. Et donc, j'ai cherché des comparatifs entre le pouvoir détoxifiant des argiles et le pouvoir détoxifiant du charbon. Et malheureusement, ils ont été mal référencés et je n'ai pas pu trouver de chiffres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argile, c'est intelligent. C'est-à-dire que même en restant... Si tu prends ton charbon, le charbon, il est passif, si tu veux. Si tu prends ton argile, elle va être capable de sentir où le corps a besoin d'aide et de, je ne sais pas par quel mécanisme, envoyer cette aide. Oui, c'est-à-dire qu'elle est sélective, ce qui fait que si par exemple on prend un traitement qui, par exemple, du quinton ou du zinc, etc., l'argile ne va pas tout évacuer, l'argile va être sélective, va laisser ce qui est bon pour le corps et va emporter tout ce qui n'est pas bon pour le corps. Oui, mais encore une fois, si tu veux, c'est un petit peu difficile parce que, comment te dire, moi ce que je préfère quand même la prendre à distance de tout. Tu vois, attends, donc... Je comprends pas. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que quand tu prends de l'argile, tu évites de prendre d'autres traitements. Okay. En même temps. Mais si tu veux, l'idéal, c'est de prendre les autres traitements, quels qu'ils soient, à 4 heures de distance. Mais maintenant, il y a des très gros malades qui prennent tellement de traitements qu'on peut descendre jusqu'à 2 heures de distance, mais pas moins. 2 heures avant ou 2 heures après l'argile. D'accord, 2 heures avant ou 2 heures après les autres... Voilà, ou plus si affinité.
Ouais, ok. Donc, toujours pareil, être à l'écoute de son corps, comme les enfants, le prendre quand on en a envie. Et Tout à fait. maintenant, tu m'as dit là qu'il y avait une jeune fille qui avait trouvé un nouveau traitement Non, à c'est base une d'antibiotiques. doctoresse. Alors, donc, je vais vous dire son nom parce que c'est quelqu'un de remarquable, qui s'appelle Sabine Paillard-Franco. D'accord. Sabine Paillard-Franco, et donc elle a fait un truc qui finalement était simple, mais qui a l'air de marcher. C'est une combinaison d'antibiotiques, macrolide et C3G. Encore une fois, tu sais que les antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus, hein, donc ça doit peut-être marcher sur la fameuse bactérie qui est en synergie avec le Covid. Ok. Et voilà, et donc elle a donné son protocole à la Société française de gériatrie, donc on peut l'avoir par la Société française de gériatrie. Non, en fait, c'est le traitement, ces antibiotiques, c'est le traitement complémentaire que donnait Raoult, que donne Raoult. C'est ça, tout à fait. Avec la chloroquine. Oui, c'est-à-dire qu'il donne avec la chloroquine un macrolide. Et donc, Sabine, elle donne macrolide plus C3G. D'accord. Donc, en fait, si ça se trouve, dans le traitement de Raoult, c'est plus l'antibio que la chloroquine qui agit. Je n'irai pas jusque-là. Hein. Moi, je crois beaucoup dans l'hydroxy. C'est pas la chloroquine, c'est l'hydroxychloroquine. Hein. Mais bon, moi, je crois beaucoup que ça marche quand même. Mais bon, voilà. Maintenant, l'essentiel, c'est que elle dit qu'elle a du 100% et que ça marche très, très bien. Et ce que je signalais néanmoins, c'est que l'avantage de l'argile, c'est qu'elle ne coûte rien, elle se garde pendant des années, donc vous en avez toujours dans votre cave, dans votre armoire, et que vous voyez que même dans des maladies graves, ça peut aider, et c'est hallucinant. Oui, oui. Ben oui, ce que tu dis, c'est que c'est le pouvoir de l'argile, c'est que ça fait un reset, c'est ça qu'il faut retenir. Exactement. C'est-à-dire ça te remet dans les conditions de départ, donc dans des conditions optimales. Tout à fait. Alors, il y a une thèse très intéressante qui a été développée par un Écossais dans laquelle il explique que l'argile serait l'ADN minéral qui est servi de modèle après pour l'ADN animal. L'ADN, vraiment, l'acide désoxyribonucléique, tu vois, je veux dire. Oui. Donc, c'est vraiment au niveau de la programmation, quoi. Et oui, ben, dans la tradition, l'homme est fait à partir d'argile. Hein. Les rois de France en consommaient aussi. Oui, tout à fait. Alors eux, ils en consommaient pour ne pas être empoisonnés par leurs chers sujets. D'accord. Ok. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments. J'espère que ça va servir à quelques-uns. On va diffuser ça sur le site de l'Observatoire du réel. Est-ce que tu as eu à travailler avec le soufre, toi, et le galet de soufre? Parce que j'ai reçu, mais juste avant de ça, je vais te dire, si jamais les gens sont intéressés, j'ai fait ma thèse de médecine sur l'argile et il suffit qu'ils m'écrivent. Alors, ils m'écrivent soit ils m'écrivent par le site, soit ils m'écrivent à Jade -du-6 donc allègre@orange.fr et je leur envoie ma thèse. Je pense que ça peut les intéresser. Le soufre, tu parlais du soufre. Moi, j'ai des amis italiens qui l'utilisent beaucoup sur les problèmes de dos, par exemple. Oui, c'est ça. Enfin, sur les problèmes de dos, c'est un complément. Et j'ai reçu quelqu'un, alors qui n'était pas médecin, qui a travaillé à Forêt-le-Sol et donc qui s'est intéressé au minéral dans toutes ses dimensions et qui a retrouvé dans tout un tas de traditions l'utilisation du soufre et notamment pour les problèmes de dos, d'articulation, etc., etc. Il suffit juste de se le frotter contre la peau, de l'absorber par la peau. Pour régler tout un tas de problèmes. Enfin, comme l'argile, il semble que les vertus soient vraiment multiples avec ces produits de base et c'est des choses qu'on a complètement oubliées au profil de trucs beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus ciblés, mais au final peut-être un peu moins efficaces, quoi. Tu sais que moi j'ai mis au point, en fait, à force de faire des missions dans les endroits infernaux, parce que moi j'ai toujours l'optique de vivre avec les gens. Hein, donc je vis dans le bidonville, je dors dans le lit, dans la maison, avec toutes les puces et tout. Ouais. Je mange le maïs pourri parce que la récolte a été mauvaise. Et donc j'ai mis au point une médecine d'urgence, tu vois, où j'ai, je crois, 5 produits. J'ai l'argile, j'ai le baume du tigre qui est un petit truc qui rend grand service. J'ai l'élixir du suédois qui est inégalable pour le cœur et les problèmes d'altitude, tu vois. Et puis j'ai éventuellement les pierres à serpent, l'argile en premier. Eh bien, avec ça, j'ai pu quand même tirer d'affaire, par exemple, mon guide de jungle en Indonésie, qui est un petit-fils de cannibale. Alors jusqu'ici, il ne m'a pas mangé. Ouais. Et qui s'est fait piquer par un cobra royal. C'est un des pires venins du monde. Avec 3 fois rien. Moi, j'ai que des produits, tu vois, qui sont polyvalents, qui sont thermostables et qui sont bons pour le corps.
Tu vois, qui ne sont pas en train d'empoisonner d'un côté pour soi-disant guérir de l'autre, quoi. Oui, tu c'est vois. ça, ouais. Ok. Bon, Voilà. bah, écoute, on va retenir tous ces produits. La pierre noire, pour le moment, en France et en banlieue parisienne, on n'en a pas trop besoin. Et c'est des pères belges qui la font. Les Oui. pères blancs, bien sûr, font la Ouais. pierre noire. Ouais. Mais en tout cas, l'argile et ses usages multiples pour maintenant, pour le coronavirus, pour les versions peut-être suivantes et surtout au quotidien. Tu es optimiste? On s'en souviendra, quoi. Hein, Oui. il faut le garder dans les placards. Et puis, on a bien vu l'élément de base, l'argile verte, Tout à fait. pendant plusieurs semaines, Voilà. 1 à 2-3 fois par jour, enfin 2-3 fois par jour en Oui. cas d'urgence. Oui. Et puis, ne pas hésiter à prolonger le traitement pour... Voilà, et ne pas hésiter à en prendre plus si votre corps vous le demande. Vous voyez, faut vraiment écouter le corps. Oui, c'est le ça. corps, c'est... Moi, tu vois, j'en ai pris, alors je ne savais pas trop comment en prendre, mais j'en ai pris presque instinctivement parce qu'on en a dans les placards, j'en ai pris il y a 4-5 ans, etc., etc. Et moi, je ne laissais pas l'argile reposer. C'est-à-dire, C'est pas je grave. la mets dans mon verre, je la tourne et puis je la bois, quoi. Ben oui, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Donc, Mais non, parce que tu sais, les gens, traditionnellement, ils marchaient dans un chemin et puis ils mangeaient le coteau du chemin par Ouais, poignée. c'est ça. Hein. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas grave. Ok. Bon, ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, Jade, qu'on va diffuser sur le site. Et puis, Ok. bonne route à toi. Et puis, Merci. à très bientôt. Hein. Merci à toi, Rémi. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Donc l'Observatoire du Réel à retrouver sur YouTube, Observatoire du Réel. Abonnez-vous sur cette chaîne, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Merci Rémi Pécaud et merci Jeanne Allègre. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous retrouve demain, mardi ou la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur ma boîte mail solune7@gmail.com, solune, SOLUNE, 7 en chiffres, @gmail.com, si vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer, ou encore des idées toujours un peu autour du coronavirus, puisqu'en ce moment on ne parle que de cela. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Très bonne semaine à toutes et à tous. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir. Je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art. Ma compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les 2 guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça.